pour ceux qui nous rejoignent là maintenant, merci. Alors nous, de notre côté, avec Laurence et Muriel, on est vraiment remplis d'enthousiasme de finalement partager ce moment avec vous. Peut-être qu'on pourrait faire un petit check ensemble, regarder si au niveau de la technique, tout est en ordre de votre côté. Alors, est-ce que vous auriez peut-être l'amabilité de nous mettre un petit message, soit sur le chat, pour nous dire si le son et l'image sont bien fonctionnels pour vous? Alors, ce soir, on a la joie d'accueillir Muriel Van Buxen. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Alors, on espère que tu as une forme splendide ce soir. Épatante. Épatante. Magnifique. Alors, chers auditeurs, merci, comme dit, d'être avec nous. Et comme le disait Coluche, finalement, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Alors, on a envie de vous dire félicitations, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être envie de pousser les portes. Et comme vous le savez, ou peut-être pas encore, mais Honesty s'est donné, entre autres, comme mission, finalement, de vous aider à avoir un accès aux meilleures informations qui sont encore finalement trop souvent réservées peut-être à une élite managériale, politique ou sportive. Alors, on accueille, Laurence et moi, avec joie ce soir Muriel. Et si vous n'avez pas encore la chance de la connaître, je suis certaine que vous allez être enthousiasmés parce que c'est une femme de charisme et une femme d'exception. Et c'est vrai, Muriel, il y a 8 ans encore, lorsque tu as fondé la Ligue mondiale du bonheur, eh bien, on aurait peut-être pu être d'avis que tu étais une femme plutôt utopiste. Et puis pourtant, aujourd'hui, 8 ans plus tard, eh bien, la Ligue, elle remplit ses missions de manière assez spectaculaire. Alors toi, tu aimes à dire, agir vaut mieux que parler en matière de bonheur. Alors, à ce jour, la Ligue mondiale du bonheur, tu voulais dire quelque chose, Muriel? Je confirme qu'en fait, agir vaut mieux que parler quand on parle de bonheur. Voilà. N'est-ce pas? Les paroles aux actes, les paroles aux actes. Eh bien, la Ligue au droit au bonheur, elle remplit finalement ses 4 missions et c'est une organisation, on peut dire, plutôt pragmatique. Alors, une des missions, c'est sensibiliser les jeunes, mais aussi les adultes au droit au bonheur. Une autre, c'est donner finalement à tous, jeunes et adultes, l'accès au bonheur, mais aussi inscrire dans les lois et appliquer le droit au bonheur. De juste rendre compte que ça peut faire partie de notre constitution, que finalement c'est un droit à tous. Et également, certifier les entreprises et les organisations autour du bonheur. Alors Muriel, est-ce que tu pourrais nous parler de ces 4 missions justement? Alors, restons pragmatiques, Christiane. Allons directement aux faits et aux chiffres. La sensibilisation des citoyens, quel que soit leur âge, concerne maintenant actuellement 120 pays. Plus de 4 500 000 personnes ont été sensibilisées au droit au bonheur. En 8 ans d'action pragmatique sur le terrain avec nos ambassadeurs, à la fois poussés par la Journée internationale du bonheur qui a été décrétée par l'ONU le 20 mars et que nous célébrons bien sûr tous ensemble avec nos amis, nos conjoints, nos familles, mais aussi de plus en plus en entreprise. À savoir, cette année, le 20 mars qui a lieu il y a quelques jours, nous avons rassemblé plus de 200 000 salariés d'entreprises différentes dans le monde entier. Donc une belle victoire, mais une étape. 2019, j'espère au moins le double. Alors, après la sensibilisation des citoyens au droit au bonheur, il y a notamment tout le principe d'inclure le droit au bonheur dans les constitutions de différents pays. D'après vous, combien de pays l'ont inscrit dans leur constitution? Dites-moi un chiffre. Combien de pays l'ont adopté aujourd'hui? Oui. Allez, soyons ambitieux, 70. Oh, là, vraiment, c'est une grande ambition. Une très grande ambition, donc je pense qu'on va retenir ce chiffre-là pour les années 2020.
euh, avec beaucoup d'espoir parce qu'actuellement, ils sont à peine une poignée. Il y a les États-Unis, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, il y a la France. Mais c'est le Brésil sous notre impulsion, mais c'est vraiment une poignée. Et non seulement c'est une poignée, mais on peut se poser la question, le droit au bonheur est inscrit dans la Constitution, mais est-il appliqué? Et donc là, c'est notre devoir en tant que citoyen, en tant qu'être humain, de manifester notre intention de l'appliquer dans notre vie quotidienne auprès de nos gouvernements respectifs, auprès des États, auprès aussi des institutions, bien sûr. Donc, le deuxième point, c'est de donner à tous accès au bonheur. Alors, je crois que Amnesty en est un bel exemple de cet accès au bonheur avec tout ce que vous réalisez grâce à vos actions pragmatiques de développement auprès des individus. Nous essayons notamment sur notre site internet de mettre à disposition des vidéos d'experts pour les jeunes, pour les adultes, pour les personnes qui sont en activité, mais aussi pour celles qui ont envie de découvrir des nouvelles recherches sur le bonheur, des nouveaux développements sur le bonheur. Et là, il y a des choses mais vraiment incroyables qui se passent, dont nous parlerons tout à l'heure. J'aimerais vraiment vous donner des exemples pour votre vie de tous les jours à tous. Donc, par rapport à cela, donner accès au bonheur, c'est aussi mettre à disposition des vidéos d'experts et également des articles de presse, des lectures, des livres, etc., qui sont intéressants, importants, qui peuvent être des guides, tout en sachant qu'un guide n'est qu'un guide et que la vérité n'est jamais unique et qu'il faut suivre son cœur avant tout. Donc, c'est ce que j'espère que vous ferez en écoutant pendant ce webinaire. La quatrième mission que nous donnons, c'est la certification des entreprises, la certification Happiness, à la fois pour les clients et à la fois pour les salariés. Et là, je me réserve de vous en parler en fin de webinaire parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'y accorder un peu de temps compte tenu du nombre de personnes en activité, que ce soit en activité professionnelle ou en activité de bénévole, bien évidemment. Voilà pour les 4 missions que nous nous donnons auprès de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur, qui est une fondation philanthropique internationale, dont les bénéficiaires, et là je vais certainement vous étonner, sont tous les citoyens et tous les êtres vivants de la Terre représentés par l'ONU. Donc, vous, moi, nous sommes tous les bénéficiaires de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. Donc, bienvenue chez vous. Je suppose, Christiane, que tu vas me poser maintenant la question suivante qui te brûle les lèvres. Bon, ce que je serais tentée à dire également, c'est que, notamment dans le cas de la certification des entreprises, ça prend, à mon sens, et je pense ici à Idriss Aberkan qui disait que l'homme est un fruit. Si tu le presses, tu as un verre de jus d'orange, et si tu le plantes, tu as un arbre. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très en résonance avec ce que tu dis, ce que tu fais dans le concret, dans la concrétude avec la Ligue mondiale. Et cette phrase, elle représente aussi, je dirais, parfaitement la philosophie du nouveau paradigme et pour lequel finalement tu t'engages avec tellement de ferveur. Alors, quand tu dis je m'engage, soyons simples, il y a une équipe formidable derrière moi. Moi, je ne suis que la présidente fondatrice, mais j'ai des ambassadeurs avec vraiment un mental, une pêche, un dynamisme, des envies, des ambitions épatantes. J'ai aussi des membres d'honneur qui sont vraiment très présents dans la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. Et j'ai maintenant quelques observateurs qui commencent à arriver. C'est une nouvelle fonction qu'on a créée, qui est disponible pour tous les citoyens de n'importe quel âge, y compris les adolescents. Donc, derrière moi, il y a toute une équipe, il y a tout un support, tout un soutien, et bien sûr aussi Honesty qui nous encourage par ses propos et par le fait de nous inviter, de m'inviter
avec toutes les personnes qui y a derrière moi à ce partage d'aujourd'hui. Alors, on pourrait dire l'union fait la force. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Est-ce que tu serais en phase avec ça? Complètement, puisque c'est la devise de mon pays, la Belgique. Absolument. Que je suis belge d'origine et fière de l'être. Et Dieu, ce que je te comprends. Nous sommes tous des enfants de la terre parallèlement, mais c'est vrai qu'on a quand même nos origines et on a raison d'être fiers. Et souvent, on oublie d'être fiers, d'ailleurs. Alors, cette formation interactive Internet, c'est finalement, chers auditeurs, c'est la vôtre. Et elle sera composée d'environ 1 heure et demie sur le thème le bonheur, priorité de notre vie et des générations futures. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et puis finalement, à tout moment, et vous pouvez nous écrire un petit commentaire. Alors, allons de manière pragmatique directement, peut-être dans la matière. Le bonheur, finalement, on en parle beaucoup, Muriel, hein, mais concrètement, comment faire une place digne de ce nom dans nos vies et peut-être comment faire du bonheur notre priorité sans être non plus finalement naïf ou crédule. Ça fait un peu beaucoup de questions en une, mais… Alors, je pense, si tu me le permets, Christiane, qu'on va serrer les questions et parler tout d'abord de la définition du bonheur. Absolument. Alors, c'est quoi la définition du bonheur? Eh bien, chacun a sa propre définition. Donc, on peut dire qu'il y a plus de 7 milliards 7,7, je crois. Hein. Il y a autant de définitions du bonheur. Mais paradoxe, en 1975 ou 75 pour les Suisses, pour les Belges, j'ai posé la question à un éminent professeur de faculté des sciences de l'Université catholique de Louvain, à savoir, quelle est la définition du mot bonheur? Quelle est la définition du mot bonheur? Eh bien, il n'a pas pu me répondre, sauf par des « ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela ». Mais rien en positif, rien en pragmatique. Je lui ai fait la même question pour la vie. Qu'est-ce que la définition de la vie? Il a eu exactement les mêmes réactions. Ensuite, je lui ai posé la question, mais quelle est la définition de l'intelligence? Là, pareil, il n'a pu pas répondre que par « ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela ». Ma question suivante a été « mais qu'est-ce que l'âme ?» Et là aussi, sa réponse a été pareillement par « ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela ». Et en fait, on se rend compte que des mots essentiels comme bonheur, qui est quand même la priorité de notre vie, la vie, qui est la priorité suprême de notre vie, l'intelligence dont tout le monde parle, et l'âme, en fait, sont des mots qu'on n'arrive pas à définir. Et chacun, nous avons notre propre définition de ces mots-là. Donc, c'est intéressant parce que je pense qu'il est important de vous poser cette question. Chacun d'entre vous, tous qui est à l'écoute, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Qu'est-ce que la vie pour vous? Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que l'âme? Et ce sera intéressant de partager bien sûr vos réponses avec honesty. Et bien sûr de les partager si vous en avez envie pendant ce webinaire. Donc, pas de définition du bonheur. Cependant, grand paradoxe, vous ouvrez n'importe quelle télévision, vous ouvrez n'importe quelle radio, toutes les publicités parlent du bonheur. Vous achetez un chocolat Poulain, pour ne pas le nommer, il vous donnera du bonheur. Vous achetez des vêtements qui vous donneront obligatoirement du bonheur. Vous achetez même des petits pois et carottes avec bonheur. Tout est dans la publicité marqué par le mot bonheur. Et pourtant, il n'y a pas de définition unique. Le bonheur est très à la mode, sauf que il est devenu le catalyseur du bonheur à tout prix. On se doit d'être heureux. Et je pense que ce cheminement du bonheur à tout prix, de ce cheminement d'être heureux ou de montrer soi-disant qu'on est heureux, n'est pas un bon cheminement.
Je m'explique. Imposer à quelqu'un, à une personne d'être heureux, me semble tout aussi inopportun que de lui imposer d'être malheureux. Les modèles du bonheur, à n'importe quel prix, par exemple le travail, la reconnaissance sociale, la famille, les enfants, la voiture, les vacances, les amis, le portable, la consommation, les crédits, etc., ont fait des dégâts considérables dans la vie de nombreuses personnes et ont, à mon sens, pourri les relations familiales et les relations entre les individus et les amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené les comparaisons. Les comparaisons avec notre voisin, avec notre parent. Il a plus, donc il est plus heureux. Donc je l'envie et donc je lui mets des bâtons dans les roues. Cette comparaison, cette envie, cette jalousie, accélérée par la société de consommation, bien sûr, pour maintenir la croissance et la dépendance à la collectivité, parce que c'est plus rassurant aussi pour ceux qui détiennent le pouvoir. À titre personnel, loin d'être rebelle à l'ordre établi, je préfère être inclassable, et je suis fière de l'être, comme je suis fière d'être belge. Et pour ne rien vous cacher, j'ai une seule voiture, alors que nous sommes en couple. Notre voiture a 25 ans. J'ai un téléphone portable qui a 7 ans, un ordinateur qui a 6 ans. J'ai des vêtements de qualité dont certains ont plus de 10 ans. J'ai une relation amoureuse dont je prends soin tous les jours depuis 16 ans. J'ai quelques amis de longue date. J'ai un médecin holistique énergéticien. J'ai beaucoup de curiosité, beaucoup d'enthousiasme et d'ouverture d'esprit. Et je ne me plains pas parce que je ne suis pas une victime de la vie et je ne suis pas une victime des autres. Et je pense que là, il y a déjà un point essentiel à développer pour vous ou à poser comme question. Alors, cette façon de vivre des sentiers battus, de la dépendance, des relations fondées sur l'argent et pas sur l'amour, ne plaît pas ni à ma famille ni à ma belle famille, qui régulièrement d'ailleurs nous le font savoir. Mais qu'importe, nous vivons selon nos choix et suivant ce qui nous rend heureux. Et nous l'assumons tout en respectant le fait que l'autre a parfaitement le droit d'être différent et d'être ce qu'il est. Le respect est à double sens et je ne peux respecter l'autre que si je me respecte moi-même. C'est d'ailleurs tout un débat du principe du respect. Surtout si l'autre est manipulateur pervers. Un type de comportement qui, d'après les psys, touche une part de plus en plus importante de la population et caractériserait environ 20% de la jeune génération. Sans parler bien sûr de tous les comportements paradoxaux où chacun veut tout et son contraire, qui se manifestent de plus en plus, toutes générations confondues, ou des tendances sociétales programmées à l'échelle mondiale par des grands cabinets de marketing comme le cocooning ou la tendance « je veux tout, tout de suite et il n'y a que moi qui compte ». Ne soyons pas naïfs, comme tu l'as dit, ni crédules. Le bonheur, c'est un choix personnel qui peut déranger ceux qui ne sont pas par choix, par non-respect d'eux-mêmes, ce dont ils ont parfaitement le droit. Le bonheur à tout prix crée des tensions, des jalousies envers ceux qui choisissent leur bonheur. Êtes-vous prêt à passer outre? Si oui, continuez avec nous pour la suite. La méthode Coué pour le bonheur ne fonctionne pas. Malheureusement, ça serait trop facile de se dire « je veux être heureux, je veux être heureux, je veux être heureux », de le clamer haut et fort pendant 10 minutes tous les jours, d'y croire, d'y penser. Mais malheureusement, le bonheur ne fonctionne pas comme ça. Se programmer avec le langage non plus, car le bonheur ne dépend pas du langage. Même si nous n'existons pour la société qu'à partir du moment où nous avons un nom à l'état civil. Le bonheur, lui, dépend des perceptions des informations et de leur traitement corporel et émotionnel par notre cerveau. Donc, de la façon dont notre cerveau les gère. Pour rappel, ce traitement s'appuie sur des impulsions électriques et chimiques à travers les neurotransmetteurs. Combien de neurotransmetteurs avons-nous?
d'après vous? Beaucoup. Beaucoup. Alors là, Je me suis. on en a découvert plus de 60. C'est pas mal, hein? Et 60 neurotransmetteurs différents. Et bien sûr, chacun a ses habitudes de circulation de l'information au niveau chimique et au niveau électrique. Si vous prenez toujours le même chemin pour aller travailler, forcément, vous verrez toujours les mêmes paysages. Si vous changez de chemin tous les jours, vous verrez des paysages différents, vous ouvrirez votre curiosité, votre esprit d'une manière différente. Bien, c'est pareil pour le cerveau, c'est pareil pour les neurotransmetteurs. Le bonheur dépend de la façon dont nous utilisons notre cerveau. Comprendre son fonctionnement est le meilleur chemin pour choisir d'être heureux. Alors, dans la plupart de mes conférences, je commence par une question. Je pose à l'assemblée devant moi la question: qui parmi vous estime avoir droit au bonheur? Curieusement, tout le monde lève la main. Par correction déontologique et éthique, je pose bien sûr la question suivante: qui estime ne pas avoir droit au bonheur? Curieusement, personne ne lève la main, quel que soit le public ou l'âge de celui-ci. Et pourtant, Robespierre, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement un bon repère, ou un repère très accepté par les Français, mais Robespierre disait qu'en fait, l'individu est fait pour être heureux et libre, et partout il est esclave et malheureux. L'homme est fait pour être libre et heureux, et partout il est esclave et malheureux. Pierre Dac, c'est plus récent, plus dans nos contemporains, exprimait ainsi: bien que chacun estime avoir droit au bonheur, la plupart d'entre nous entrent dans le malheur. C'est un choix. C'est un choix que je rapproche de certains malades qui préfèrent rester dans la maladie parce que c'est plus facile. On est le centre de toutes les attentions et c'est parfaitement leur droit, bien sûr, à ces personnes de vivre ainsi. D'autant plus que des siècles d'histoire, de conditionnement, nous ont fait accepter le non-bonheur, la difficulté, le résignement. Le bonheur n'était pas possible sur Terre, dans cette vie qui était réservée à des élus. Le bonheur ne s'acquérait que après un long cheminement de lourdes difficultés, un résignement. Il était souvent amalgamé avec l'argent, les possessions, le pouvoir aussi, parce que cela arrangeait le pouvoir temporel et spirituel. Il nous maintenait dans la dépendance comme des enfants. Et puis, mai 1968 est arrivé. Il est interdit d'interdire. Souvenons-nous, il devient surtout permis de sortir du conditionnement des générations passées et enfin de commencer à choisir notre vie, commencer à choisir ce qui nous rend heureux et plus de nous glisser dans les pantoufles de nos parents avec le même métier, la même vie et les mêmes erreurs. Alors à ce propos, j'aimerais vous lire les 4 lois du bonheur. La première loi, dites-moi si vous m'entendez correctement. La première loi du bonheur, cherchez le bonheur où il est, en vous, pas ailleurs. Osez poser les bonnes questions. Les seules lois du bonheur sont celles qui sont les vôtres. Waouh! Deuxième loi du bonheur. Tout être humain est nanti dès la naissance du droit au bonheur. Chacun a le potentiel.
Aucun don particulier n'est requis. Ne croyez pas ceux qui vous affirment le contraire. La force est en vous. Troisième loi du bonheur. Vous êtes votre seule limite au bonheur. C'est vous et vous seul qui appuyez sur les freins ou l'accélérateur. Prenez donc les commandes de votre vie. La quatrième loi. Le bonheur est un état mental et physique. Vous pouvez vous y abonner en permanence ou épisodiquement, au choix. Donc, on l'a vu, le bonheur dépend uniquement de nous. C'est un choix. Il faut oser se poser les bonnes questions pour sortir du malheur ou du non-bonheur et accéder enfin à celui-ci. Alors, en avant-première, pour ce webinaire, j'ai demandé au secrétariat de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur de me donner les toutes premières statistiques du sondage mondial que nous avons démarré sur le bonheur en janvier. Nous l'avons lancé en janvier 2018. Alors, voici en première mondiale, uniquement pour Honesty et ce webinaire, j'espère que vous le garderez confidentiellement pour vous, en tenant compte qu'on a confondu tous les âges et hommes et femmes, voici les premiers résultats. Les 2/3 des personnes qui ont répondu sont plus heureuses qu'il y a 10 ans. Je pense que vous auriez cru le contraire. Les 3/4 des personnes estiment que le bonheur doit être la priorité des États et des entreprises, y compris donc les salariés ou les clients. Et enfin, les 2/3 des personnes estiment le bonheur accessible et surtout qu'il dépend uniquement d'eux-mêmes. Donc, une bonne nouvelle, grâce à la Ligue mondiale pour le droit au bonheur, grâce à Honesty et grâce au principe que le bonheur est contagieux, nous allons en parler tout à l'heure, nous sommes en train de créer une pandémie avec joie et avec bonheur. Donc, sortir de ses propres conditionnements, se poser les bonnes questions, choisir son bonheur, voilà notre défi et surtout notre exemple pour les générations futures. Maintenant, pour vous aider à sortir de vos propres conditionnements, je vais à mon tour vous poser une question, ou plutôt vous faire réfléchir à ceci. Ne pensez pas à un singe pelant une banane. Ne pensez pas à un singe pelant une banane. Qui a vu le singe? Qui a vu la banane? Alors que je vous avais proposé de ne pas y penser. Donc, vous voyez combien on est conditionné par les mots, combien on est conditionné par nos habitudes. Donc, se poser les bonnes questions, c'est commencer l'aventure du bonheur, car c'est devenir libre et enfin assumer ses choix. C'est se réinventer au lieu de creuser toujours le même sillon, et ce sera la même façon de faire avec nos neurotransmetteurs. Maintenant, pour aller encore un peu plus loin, si vous me le permettez, Christiane, si vous me permettez, chers auditeurs d'Honesty, j'aimerais vous proposer 2 questions pour démarrer cette belle aventure du bonheur et faire en sorte qu'il soit, comme dans la 4e loi, non seulement présent, mais durable. Première question, quels étaient vos rêves d'enfant et comment pourriez-vous les réaliser maintenant, aujourd'hui? Bon, il est peut-être un peu tard ce soir, mais dès demain. Quels étaient vos rêves d'enfant et comment les réaliser? Deuxième question que je vous propose pour entamer cette belle aventure du bonheur tous ensemble, c'est de faire la liste, de vous poser la question, quelles sont vos richesses autres que matérielles? Alors, dans ces richesses, je vous propose d'examiner
vos compétences, vos talents, vos qualités, votre vitalité, votre amour, quel qu'il soit, y compris l'amitié, vos projets, votre capacité à créer et vos souvenirs. Donc, les compétences, les talents, les qualités, la vitalité, votre amour ou vos amitiés, les projets, la capacité à créer et vos souvenirs. Lorsque vous aurez répondu à ces questions, vous constaterez que vous êtes tous au moins millionnaires. Nous avons tous une richesse insoupçonnée dont nous n'avons pas pleinement la connaissance et c'est dommage. Voilà le genre de questions que je vous propose pour entamer cette belle aventure du bonheur ensemble. Donc restons lucides, évitons la crédulité et la naïveté qui se propice à croire les discours de certains gourous et restons dans le pragmatisme. Je suppose, Christiane, que c'est là que tu vas me poser la question suivante, encore plus embarrassante que la première. Mais non, rien ne saurait t'embarrasser, Muriel. Et c'est pas le but. Mais souvent, ce qui revient, c'est cette dimension de y a-t-il eu ou y a-t-il forcément un point de bascule pour atteindre le bonheur? On parle de responsabilité, on parle de conscience par rapport à la faisabilité, à la possibilité. Alors, première question, y a-t-il forcément un point de bascule pour atteindre le bonheur et comment ça s'est déroulé pour toi? Tu parlais tout à l'heure de cette forme de belle simplicité en définitif, c'est-à-dire non matérielle, juste une simplicité de bonheur exprimé. Toute cette conscience dont tu parlais, comment ça s'est déroulé pour toi? Est-ce que c'est devenu une évidence? Ça vient d'une observation ou comment ça s'est passé? Alors, si tu me le permets, Christiane, je vais commencer par répondre à la deuxième partie de la question. Avec bonheur. Pour arriver ensuite, logiquement, à la première partie de ta question. Tout d'abord, replaçons-nous au moment de mon adolescence. L'adolescence qui était baignée par des œuvres comme Malraux, Baudelaire, le romantisme, etc. Mais aussi par un film assez célèbre à l'époque qui était Jonathan Livingstone, Le Goéland. Le goéland. Donc un texte de Richard Bach. J'étais en plein passage du jury aux études supérieures et j'ai décidé à ce moment-là de présenter un mémoire à ce jury pour l'accès à la faculté aux études universitaires. Un mémoire qui s'intitulait « Le but de l'homme, c'est d'être soi pour être heureux ». Le but de l'homme, c'est d'être soi pour être heureux. Déjà, tout un programme de vie. Alors, il faut vous dire, chers auditeurs, que je suis le croisement, c'est le cas de le dire, et la dernière de ma famille, entre une lignée de bâtisseurs de grands ouvrages, de constructeurs de machines-outils, entre chantiers et usines de minimum 10 000 ouvriers, un grand-oncle qui a dirigé la plus grande caisse d'épargne et de retraite de l'époque de l'entre-deux-guerres et l'après de la Deuxième Guerre mondiale, caisse d'épargne que j'ai par la suite contribué à valoriser, un grand-père précurseur des télécoms belges, un grand-oncle qui construisait ses propres voitures en Italie avec les génies de l'automobile des années 60, que j'étais élevé par mon père, directeur de la grande distribution, que des modèles masculins, qui me disaient tous, tout est possible. Et curieusement, alors que j'entends très régulièrement d'autres femmes se plaindre de la discrimination non positive dont elles sont victimes en tant que femmes par rapport aux hommes, moi, curieusement, dans ma carrière, je n'ai jamais ressenti être moins bien considérée qu'un homme. De même que je n'ai jamais été considérée, je ne me suis jamais considérée comme un sous-homme, ni une sous-femme d'ailleurs. Donc, ceci étant posé, le principe peut-être d'être élevé par un homme ou avec des modèles masculins ayant probablement influencé,
2 multinationales plus tard, un mentor qui s'appelle André Rochat, un Suisse, qui était l'ancien délégué du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. J'ai fondé en 1988 mon cabinet d'expertise, de conseil en organisation stratégique et en ressources humaines, avec l'idée d'être toujours le précurseur dans ma branche. Et j'ai commencé par utiliser uniquement les meilleurs, c'est-à-dire, à l'époque, c'était tout à fait révolutionnaire, les plus de 50 ans. Tous mes consultants ont toujours eu plus de 50 ans. En même temps, je pratiquais les arts martiaux dont je suis professeur depuis une trentaine d'années. Je me formais à la sophrologie, la kinésiologie, pour faire le lien entre le corps et l'esprit. C'est le même moment où on a sorti le fameux livre « Le prix de l'excellence » qui avait porté au nu les modèles exemplaires des organisations des grandes entreprises comme IBM notamment, qui avait entre-temps été mis à mal parce que toutes ces entreprises, toutes ces organisations modèles avaient connu de grandes difficultés. Donc le prix de l'excellence tombant par terre, étant complètement un prix de la non-excellence, j'avais compris qu'on ne peut manager durablement l'entreprise sur un modèle uniquement basé sur les finances, sur la croissance. Finance et croissance, c'était impossible de conserver ce modèle unique. De même qu'on ne peut être heureux comme individu dans un modèle unique qui est imposé, basé sur la consommation, la croissance et l'argent. Le seul vrai capital de l'entreprise, c'est son capital humain, n'en déplaise aux financiers et aux robots qui arrivent sur le marché. Mon objectif, avec la Ligue notamment, et la certification Happiness, est de démontrer aux capitaines d'entreprise qu'en dirigeant celle-ci autour du bonheur de leurs clients et de leurs salariés, ils feront plus de bénéfices, assureront la pérennité de leur activité et contribueront notablement à baisser la souffrance émotionnelle, donc abaisseront aussi le taux de maladie et les charges de la sécurité sociale. Alors, je parle bien de bonheur et pas de satisfaction. Dès 1990, avec mon équipe au sein de mon entreprise, mon cabinet de conseil, on a introduit le principe de manager avec plaisir. On a aussi introduit les programmes Potentiel Plus dans les grandes banques belges notamment. Et on a démarré l'aventure du Centre européen de recherche sur la formation, qui était impulsé par l'Institut européen d'administration publique de Maastricht, celui qu'on appelle l'ENA de l'Europe, par le ministre de la fonction publique belge, la faculté des sciences administratives de l'Université de Louvain, et par les recherches en pédagogie accélérée pour contrer les stages et les réunions style maître d'école ou de type participatif. Je vous l'ai dit, je m'intéresse depuis 1986, grâce aux arts martiaux, au lien corps-mental. Donc au fonctionnement cérébral, à la mémoire, mais aussi à la prise de décision, aux outils cérébraux, ce qui a amené notamment la première publication de mon livre, Comment prendre la bonne décision, en 1998-1998 pour les Suisses et les Belges. Je me suis toujours considérée avec mon équipe comme une urgentiste des entreprises. Et mon mari, avec lequel je vis depuis 16 ans, m'a poussée à aller plus loin, donc je le remercie vivement, et à revenir à l'idée du bonheur, à dépasser le management du plaisir, qui est quand même, le mot plaisir étant éphémère, pour implanter dans la durée et éviter les risques psychosociaux liés au stress notamment, et faire de la prévention plutôt que d'être dans une curative. Trop de souffrance humaine en entreprise et de souffrance familiale par ricochet. Nous connaissons tous, chacun d'entre vous, toute personne qui nous écoutez, nous connaissons tous des managers orientés sur leur carrière, leur pouvoir, qui tiennent leurs équipes par la
terreur du licenciement, qui épuise les équipes et les jette comme des Kleenex. Derrière ce comportement de management se cache souvent un manque d'outils pour gérer les situations émotionnelles. On revient à la connaissance du fonctionnement du cerveau d'ailleurs, et un manque de confiance en soi, une peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas maîtriser. Mon métier m'a permis d'observer les relations humaines en entreprise. Il m'a permis aussi d'ouvrir les mentalités sur de nouveaux possibles plus humains. Prendre conscience de son droit au bonheur est la première étape. La deuxième, c'est d'en être convaincu et d'avoir envie d'être heureux pour s'en persuader. Le mieux, c'est d'obtenir des premiers résultats encourageants pour la suite avec un plan d'action. Je suppose que c'est là que tu vas me poser la question cruciale. Mais oui, en définitive. Encore plus complexe. Non, en définitive, c'est tout simple. C'est pour les auditeurs qui nous écoutent et pour nous. Alors, une petite recette. Comment être heureux finalement dans la vie au quotidien et finalement surtout de le rester jour après jour. Et quelle est ta recette à toi? Comment ça s'est déroulé pour toi en définitive? Alors, moi, j'ai pas de recette. Oh mince! J'ai pas de recette, j'ai pas de modèle universel. Mais par contre, je peux vous proposer des actions concrètes qui sont utilisables par tous, dans l'ordre ou dans le désordre, à vous de voir. Comment être heureux au XXIe siècle? Quelle belle question! Premièrement, on l'a dit, poser et se poser les bonnes questions, comme les deux questions que je vous ai suggérées, pour obtenir en fait les vraies réponses. Poser les questions, c'est devenir des citoyens libres de nos choix. Ensuite, réinventer le monde commence par se réinventer soi-même. N'attendez pas que les autres vous rendent heureux. Donnez-vous vous-même la possibilité de vous donner du bonheur. Tout dépend exclusivement de nous. Nous avons tous les capacités pour être heureux. Nous sommes nos propres freins, nos propres accélérateurs. La majorité des personnes ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie. Elles se laissent emporter par le courant. Donc, conclusion, elles n'aiment ni ce qu'elles sont, ni ce qu'elles font, ni ce qu'elles sont. Un être humain a environ 60 000 pensées par jour. 80% de ces pensées sont identiques au moins à celles du jour précédent. Et seuls 8% de nos peurs sont justifiées. Que de temps perdu à tourner en rond et à fabriquer du cortisol, le neurotransmetteur de la détresse. Vous supprimez tout le temps que vous passez à penser à ce que vous avez déjà pensé hier. Vous supprimez tout le temps que vous passez sur des craintes injustifiées. Vous récupérez tout ce temps-là pour être heureux et pour penser à votre bonheur. La suite, pour sortir de ce piège et développer notre aptitude, parce que c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Les scientifiques nous proposent de changer cette habitude. Comment? Eh bien, voici le plan d'action. Donc, prenez note. Prendre conscience du fait que le mental reflète le corps et vice-versa. Le mental reflète le corps et vice-versa. Mettez un sourire sur vos lèvres et la vie vous paraîtra plus facile. Mettez des vêtements de jolies couleurs, comme du jaune, du rose, du rouge, du vert, des couleurs éclatantes qui vous donnent du peps, qui vous donnent envie d'être heureux. Chantez, dansez. Et je pense que Sylvain Caron vous a très bien détaillé cela dans un précédent webinaire, notamment sur l'influence de la posture par rapport au stress. Donc le mental reflète le corps et le corps reflète le mental. Premier point de ce plan d'action. Deuxième point de ce plan d'action, parler avec des mots positifs. Depuis le premier choc pétrolier du début des années 70, en Europe, nous
avons commencé à parler avec des négations. Ne voulez-vous pas une tasse de café? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire ceci? On n'arrête pas de parler par négation. Au lieu de dire c'est pas mal, au lieu de dire pardon, c'est très bien, on dit c'est pas mal. Donc pour dire 2 mots positifs, on dit 2 mots négatifs. Alors, moi ce qui m'étonne toujours, c'est qu'en fait, la plupart des personnes qui nous écoutent, la plupart des personnes qui suivent Honesty, qui suivent la ligne mondiale pour le droit au bonheur, sont en théorie soit de grands adolescents, soit des adultes. Mais comment se fait-il qu'ils parlent chaque fois en petit? On va se faire une petite soirée, on va se passer un petit coup de fil, je t'envoie un petit mot, je te passe un petit email, on se fait un petit restaurant. C'est incroyable. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes des adultes, nous faisons des grandes actions, nous prenons des grandes décisions dans notre vie. Nous menons le monde et la terre par notre activité et nous parlons en petit. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Comment voulez-vous que le cerveau pense grand, pense bonheur, alors qu'on parle de petit? Maintenant, si vous voulez avoir un petit bonheur, à vous de choisir. Moi, j'ai choisi, et le mot petit, je l'éradique complètement de mon vocabulaire, définitivement. De même que j'adopte la parole positive. Parler en positif, parler en grand, ça signifie conditionner aussi notre cerveau et surtout notre inconscient avec du positif et avec notre capacité à être heureux. C'était le 2e point du plan d'action. Le 3e point, c'est penser positif. Non seulement parler positif, mais penser positif. Et surtout rester actif, ouvert et déterminé. Ouvert, ça veut dire vraiment être disponible pour l'information, être disponible pour les opportunités qui se présentent dans notre vie. Et déterminé, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de son plan d'action, si vous le souhaitez, bien sûr. Le 4e point de ce plan d'action, c'est d'apprendre à connaître les mécanismes de votre cerveau, vos façons de percevoir avec vos sens la réalité. Il est évident que une personne qui est préférentiellement orientée vers les perceptions auditives va percevoir la réalité autrement qu'une personne qui est orientée sur le kinesthésique, c'est-à-dire le toucher et l'action, ou le visuel. On ne perçoit pas la même réalité, on ne perçoit pas les mêmes choses, les situations sont différentes. Donc, fatalement, comme on perçoit les situations différemment, on les vit, on les ressent différemment aussi. Donc, apprendre à bien connaître notre mode de perception, c'est savoir comment nous mémorisons toute l'information qui nous vient à la fois de notre corps, mais aussi qui nous vient de l'extérieur. Enfin, dernier point du plan d'action, déterminer comment ces informations sont traitées par vos neurotransmetteurs et se transforment en action ou émotion. Une fois qu'on a reçu l'information par nos 5 sens, par nos perceptions sensorielles, elles sont stockées dans la mémoire de notre cerveau, mais comment sont-elles utilisées? Notamment en termes de prise de décision, en termes de gestion des situations, en termes de gestion de nos émotions. Et c'est là que les neurotransmetteurs interviennent avec la chimie du cerveau et les schémas électriques. Une fois qu'on a compris ce schéma-là, on peut effectivement agir efficacement pour un plan d'action sur le bonheur. Donc, je répète,
Le mental reflète le corps et le corps reflète le mental. On parle en positif, on fait des grandes choses. On pense en positif, on est actif, ouvert et déterminé. On connaît bien notre façon de percevoir notre sensorialité qui nous entraîne vers la réalité. Et enfin, on détermine comment ces perceptions sont traitées au niveau de notre cerveau par nos neurotransmetteurs. Cette connaissance entraîne une meilleure maîtrise de vos choix et décisions, même dans un contexte d'adversité, d'inégalité, de culpabilisation, par exemple. Dès lors, vous accepterez et aimerez ce que vous êtes et ce que vous faites. Plus besoin alors d'envier l'herbe plus verte du voisin. Ce sera, croyez-moi, un sacré progrès dans l'histoire de l'humanité et surtout un cadeau à offrir à nos enfants. Aussi important me semble-t-il que de préserver la vie. Voilà, pas de recette, mais un plan d'action très concret. Ça, c'est encore mieux qu'une recette, c'est carrément le gâteau. Merci beaucoup Muriel pour ces plans d'action très efficaces. Je continuerai directement peut-être avec une prochaine question. Alors, contribuer à apporter le bonheur pour toi, c'est carrément devenu, si je peux me permettre de le dire comme ça, le moteur dans ta vie. Ça t'anime, on le sent, on le sait. Il suffit de voir en conférence, de voir avec quelle portée et leadership tu emportes les gens avec toi. Quel a été finalement comment ça pourrait devenir aussi le nôtre de moteur dans nos vies, je dirais ça comme ça. Et comment finalement rayonner le bonheur et contaminer les autres pour être encore plus heureux en retour? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur des outils du plan d'action pour répondre à ta question. Premièrement, se poser les bonnes questions. Deuxièmement, pratiquer la pensée latérale, l'empathie. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée latérale? C'est lorsque nous sommes assis à une table, qu'il y a plusieurs convives, changer de chaise, c'est changer de point de vue, c'est changer de vision sur la pièce, sur ce qui nous entoure. Donc, pratiquer la pensée latérale, pratiquer l'empathie, se mettre à la place de l'autre, je pense que c'est extrêmement intéressant comme outil. Et puis, il y a ce que Richard Bach appelle le cadeau. Et le cadeau, c'est vraiment le cadeau. Mais qu'est-ce que c'est le cadeau? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être le cadeau? Le cadeau, ça doit certainement être le présent, le moment présent. Ça peut être cela, mais c'est un peu plus fort comme outil. Une autre idée peut-être d'un auditeur. C'est long. Jusqu'à ce qu'on ait le chat et les réponses, c'est un peu long si on attend sur… Alors, Richard Bach nous dit ceci. Donc, je fais référence à nouveau à Jonathan Livingstone de Goéland. Vous allez me dire, je suis effectivement un peu accro à l'adolescence, mais quand on parle de réaliser ses rêves d'enfant, je pense que c'est intéressant de les réaliser à tout moment. Donc, Richard Bach nous dit, voilà, si la vie te place face à des difficultés ou à des situations parfois inconfortables, c'est parce qu'il y a des cadeaux pour toi derrière ces difficultés. Et je crois que, en tout cas, ma façon d'appréhender le bonheur a été influencée à 150% par le principe du cadeau de Richard Bach. Chaque fois que je suis face à une difficulté ou à une situation, quelque chose qui me met en colère, qui me rend triste, ou qui me donne des frissons, par exemple, je me dis, mais quel est le cadeau que je vais tirer, moi, de cette situation? Non pas quelle est la leçon que je dois en retirer, mais quel est le cadeau? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les cadeaux, j'adore. Chaque fois que je parle du cadeau, je me dis, ah, c'est intéressant.
oui, c'est plus intéressant que de tirer les leçons. De tirer les leçons, c'est rester sur le passé, faire le bilan du passé. Chercher le cadeau, c'est toute une opportunité, un nouveau monde qui s'offre à nous. Je suis face à cette situation pour découvrir un cadeau, quelque chose qui va m'être donné, qui va m'être apporté, qui va me permettre de grandir, d'être plus heureuse, d'être mieux dans ma peau, d'avoir plus confiance en moi, etc., etc. Alors parfois, face à certaines situations, face à certaines difficultés, on met quelques heures, quelques jours, voire quelques mois à trouver le cadeau. Mais quand on le trouve, quel bonheur! Croyez-moi, expérimentez le principe du cadeau. Lorsque vous êtes dans votre voiture dans un embouteillage, que vous avez envie de manger le volant, parce que vous serez obligatoirement en retard, pensez à quel est le cadeau qu'il y a derrière cette situation pour vous. Et vous verrez, il y en a toujours un, avec un bel emballage, un beau nœud bien coloré, qui vous fera très plaisir, qui vous apportera beaucoup. Voilà donc les 3 principaux outils qui me semblaient intéressants de pointer comme outils émergents dans la boîte à outils. Est-ce que vous connaissez un autre phénomène qu'on appelle la sérendipité? Est-ce que ce mot est... Ce serait intéressant que tu en parles. Alors, la sérendipité, j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est le concept qui désigne ce qui se passe quand, alors que vous cherchez une chose en particulier, vous en découvrez une autre, inespérée et positive. Le miracle des trouvailles fortuites. En fait, c'est ce qui s'est passé avec la découverte de l'Amérique. Colomb est parti pour découvrir les Indes, il a découvert l'Amérique. Quel bonheur! Donc, la sérendipité, c'est vous cherchez une chose en particulier, vous en découvrez une autre, inespérée et positive. Et croyez-moi qu'avec le principe du cadeau, la sérendipité a tendance à se multiplier. Donc, c'est le bonus du cadeau. Maintenant, Christiane, pour répondre à ta question concrètement. Le bonheur est possible. On l'a vu, c'est devenu une réalité. Il est entré maintenant dans les mentalités de tous, ou presque tous, ou en tout cas en train d'être en pleine contamination, en pleine pandémie mondiale. Je pense que le principe maintenant, c'est d'être vigilant, de ne pas laisser d'autres personnes prendre les rênes de votre vie. Et de surtout être conscient que le bonheur est contagieux. Est-ce que vous avez une idée de la contamination au niveau des proches, au niveau de ceux qui les entourent? Est-ce que vous avez vu la fameuse étude publiée dans le British Medical Journal? Est-ce que vous avez envie de connaître les résultats de cette étude? Alors, rien que pour vous, exclusivement pour vous ce soir, voilà, l'étude a été menée par James Fowler de l'Université de Californie et Nicolas Christakis de l'Université de Harvard. Elle a été publiée en 2008 par le British Medical Journal. Elle a porté sur 60 ans et 5000 personnes aux États-Unis. Elle démontre que le bonheur est contagieux, qu'il se répand par vagues et transmissible. Les données accumulées des interrogatoires des volontaires et leurs descendants, sollicités à plusieurs reprises dans le temps, ont permis de reconstituer plus de 50 000 liens sociaux. Et à travers des analyses algorithmiques, bien sûr, de mettre en évidence définitivement la propagation sociale du bonheur. Ainsi, lorsqu'un de vos amis devient heureux, vous avez 25% de chance de le devenir à votre tour. 25% de chance de le devenir à votre tour. Si vous habitez à moins d'1 kilomètre.
Si vous êtes son voisin de palier, vos chances augmentent jusqu'à 34%. Donc, vous avez intérêt à ce que vos voisins soient heureux. Lorsqu'une personne rend un ami heureux, l'ami de cet ami aura 10% de chance de l'être à son tour. Les résultats mettent en évidence le facteur de proximité physique du domicile comme critère de contagion dans ce phénomène entre proches et amis. Si ceux-ci habitent loin, le bonheur ne se diffuse pas, sauf par le cœur, bien sûr, évidemment. Par contre, les chercheurs n'ont pas trouvé de contagion entre collègues de travail. Par ailleurs, la joie ou la tristesse d'un voisin n'a pas d'impact s'il habite à plus de 25 mètres. Le malheur et la tristesse semblent moins contagieux que le bonheur et la joie. Les deux chercheurs n'apportent pas de réponse scientifique quant aux causes du phénomène, ils se contentent d'avancer comme hypothèse le langage non verbal, les émotions positives et le principe des zones émises par les gens. En 1984, les chercheurs américains ont calculé que le fait de gagner 5 000 $ à la loterie augmentait de 2% seulement le bonheur du gagnant. James Fowler résume son étude ainsi: le pouvoir des autres sur vous est incroyablement plus élevé puisque l'ami d'un ami que vous ne connaissez pas et qui devient heureux agit sur vous comme si vous alliez gagner 5 fois 5 000 $ à la loterie. Nous devons avoir une plus grande responsabilité face à notre propre bonheur puisqu'il affecte nos proches. Bienvenue dans le club, mesdames et messieurs, de ceux qui contaminent la planète avec leur bonheur. Belle dimension pandémique avec le bonheur, c'est parfait. On parlait tout à l'heure du bonheur au travail et vous avez une grande mission par rapport à ça. Mais est-ce que concrètement, on peut aujourd'hui rentrer dans cette conscience que le bonheur au travail pour les salariés, c'est vraiment possible et réalisable? Non seulement c'est possible et réalisable, mais je vais vous en donner une preuve concrète. Ne croyez jamais un conférencier, demandez-lui toujours des preuves irréfutables. Alors, tout d'abord, les jeunes l'ont compris. Ils veulent choisir et faire ce qui les rend heureux, surtout au travail. Le bien-être au travail, la qualité de vie au travail en entreprise, l'entreprise intégrée ou libérée, suffisaient au bonheur des années 2010. Mais on a largement dépassé ce stade en 2018, qui limitait le bonheur en entreprise au bien-être du salarié, à des actions en ce sens dont les résultats sont souvent difficiles à évaluer, voire controversés et perçus comme malheureusement des gadgets et limités dans le temps en termes de motivation. Les DRH comme Vincent Berthelot, par exemple, vont jusqu'à mettre en doute l'opportunité de la démarche et des Chief Happiness Officers, traduisés par les responsables du bonheur, dans la perspective actuelle de la qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce qu'on oublie dans cette démarche actuelle le bonheur dans le travail, une dimension essentielle de l'activité humaine, et on oublie totalement le bonheur du client. Alors, le management intermédiaire, et c'est là que le bas blesse actuellement, traîne des pieds pour mettre en place le bien-être au travail, donc ce qu'on appelle le bonheur au travail, et la responsabilité sociétale de l'entreprise en faveur des salariés. Car cela leur donne à eux beaucoup de contraintes et peu de bien-être en retour. Donc, c'est un facteur important de frein au bonheur au travail. Le bien-être au travail et tout ce qui est associé comme la prévention des risques de santé et des risques psychosociaux, la responsabilité sociétale de l'entreprise, le respect des personnes et de l'environnement, la qualité des produits et services sont bien sûr des éléments favorables à la vie des salariés et des clients et un terreau fertile au droit au bonheur, mais pas essentiel. La certification Happiness qui est mise au point par la ligne démontre que une enquête de satisfaction montre la satisfaction, mais pas le bonheur. Et c'est là où vraiment on a un pas de géant à faire. Bien-être au travail ne signifie pas bonheur au travail. Bien-être confort à l'achat ne signifie pas être heureux de son achat.
Lorsqu'on fait des enquêtes de satisfaction, elles montrent la satisfaction du salarié après, ou la satisfaction du client après l'achat ou après les mois, par exemple, qui se sont écoulés dans l'entreprise. Le principe serait en fait d'aller en amont, c'est-à-dire de demander aux salariés avant, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? Ou de même aux clients, qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux ou qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans cet achat, dans ce produit, dans ce service? Donc, laissons bien au XXe siècle, aux années 2010, les normes ISO, les normes Lucie 26000, la qualité de vie au travail, l'entreprise intégrée, l'entreprise libérée, qui étaient des très chouettes, très sympathiques concepts pour ces années-là, qui nous ont bien aidés. Et entrons maintenant dans le bonheur au travail, plus le bonheur dans le travail. Entrons également dans la dynamique du bonheur à l'achat, le bonheur dans l'utilisation de l'achat du bien ou du service. Mettre salariés et clients au cœur du dispositif, assurer le bonheur au et dans le travail pour le salarié, le bonheur à l'achat et dans son utilisation pour le client, c'est garantir à l'entreprise sa finalité, la performance. Baisse des coûts financiers et humains, bénéfices significatifs, pérennisation de l'activité, être certifié Happiness, créer de nouvelles opportunités face à la déconsommation qui arrive et qu'on ressent de plein pot, et optimise les potentiels des employés pour pallier à la robotisation qui arrive, elle, à marche forcée, et à l'allongement des carrières qui est dû, bien sûr, au régime des retraites et des pensions. Les résultats financiers et humains, cette fois-ci, dans la certification Happiness, sont facilement évaluables, puisque un salarié heureux est 9 fois plus loyal. Je n'ai pas dit un salarié content ou satisfait. Un salarié heureux est 9 fois plus loyal. Il est jusqu'à 31% plus productif, 2 fois plus créatif, 2 fois moins malade, 6 fois moins absent. Et la source, ce sont les experts de Harvard. Donc, on peut compter sur eux pour aligner les chiffres correctement. On l'a dit, si les cadres intermédiaires freinaient des actions associées à la qualité du travail, ils accélèrent au contraire la mise en place de l'organisation bonheur, car ils sont parmi les premiers bénéficiaires. Alors, le Bhoutan, donc un pays d'Asie coincé entre le Népal et la Chine, déploie depuis novembre 2017 une version simplifiée de la certification Happiness, dédiée uniquement aux salariés, qui prévoit même des incitations financières pour les entreprises qui l'appliqueront. Donc, je pense qu'on arrivera très vite, en fait, aux incitations financières déployées par les États pour les entreprises qui deviendront certifiées Happiness. Tous les secteurs d'activité sont concernés, qu'ils soient publics, privés, les petites entreprises, cette fois-ci on peut le dire, utiliser le mot petit, aux multinationales, en passant par toutes les institutions, telles les hôpitaux, les musées, les mairies, etc. Actuellement, nous comptons des entreprises certifiées de 3 à 7 000 salariés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Alors, la certification bonheur, la certification Happiness est plus aisée à mettre en place que l'entreprise liée au bien-être, car chacun y trouve son épanouissement personnel. Nous naviguons cette fois-ci dans la réalité et pas dans un monde irréel et utopique. L'entreprise labellisée Bonheur Client, par exemple, a suffisamment confiance en elle pour contrebalancer ses propres ambitions avec la volonté des consommateurs. Autrement dit, elle offre aux clients ce qu'ils veulent acheter, pas ce qu'elle veut leur vendre. Et là, on est vraiment en plein dans le bonheur, le respect de l'autre, le respect de la planète. Alors, cette certification Happiness, sur quoi se base-t-elle? Sur 5 années d'études, de recherche, des travaux de 35 chercheurs, dont 6 prix Nobel. Ce sont des référentiels du bonheur, les éléments clés de ce qui rend heureux les clients et les salariés. C'est vraiment une étude gigantesque qui a comporté des années de recherche, plus de 5 ans,
et qui comporte donc des référentiels, des éléments clés comme des certifications classiques avec des normes internationales et qui agissent sur les comportements des salariés et des clients dans 14 domaines en particulier. Si cela vous intéresse, vous retrouverez les domaines sur notre site www.toutmonbonheur.org. À moins, bien sûr, Christiane, que tu me demandes de les lire in extenso, ce que je ferai bien volontiers si tu me le demandes. Ceci étant posé, Alors, je me permets peut-être de rebondir sur l'achat. On parlait des biens, de la consommation, de l'utilisation des biens et services. Est-ce que le bonheur dans l'utilisation de ces biens et services achetés, est-ce que c'est aujourd'hui réalisable, possible, réalisable pour le consommateur du XXIe siècle? Et quelle est l'importance de ceci par rapport au bonheur? Est-ce que tu veux bien nous éclairer? Avec grand plaisir. Le principe, c'est de renverser le comportement des entreprises. C'est de partir dans l'entreprise, non pas d'une étude marketing sur des produits ou des services, ce qui ferait plaisir aux clients, mais de demander carrément aux clients qu'est-ce qui vous rendra heureux et pas qu'est-ce qui vous fera plaisir, mais qu'est-ce qui vous rendra satisfait. Je prends comme exemple souvent le principe du PDG de Sony qui voulait jouer au golf et en même temps écouter de la musique. Qu'est-ce que ça a donné? Le baladeur musical qu'il emportait sur son cours de golf. Il a fallu que le PDG dise à ses équipes ce qui les rendrait heureux pour développer un objet qui est devenu actuellement le MP3, le MP4, le MP10 et toutes les générations futures à venir. Le principe est le même pour n'importe quel produit. Demandez, vous, entrepreneurs, à vos clients ce qui les rendrait heureux. Et automatiquement, vous créerez les produits et les services qu'ils auront envie d'acheter. Non seulement qu'ils auront envie d'acheter, mais qu'ils auront envie d'utiliser, qu'ils auront envie d'acheter peut-être plusieurs fois, qu'ils auront envie de recommander, de parrainer, qu'ils auront envie de faire évoluer également, d'un point de vue de technologie, d'un point de vue de convivialité, par exemple. Mais c'est la même chose pour vos salariés. Si vous voulez être compétitif et pérenniser votre activité, chers entrepreneurs, chers dirigeants d'entreprise, demandez à vos salariés ce qui les rendrait heureux, notamment lorsque vous les recrutez. Plutôt que les recruter sur leurs compétences, demandez-leur ce qu'ils aiment faire. Le principe n'est plus de recruter sur le savoir-faire, le savoir-être, mais sur l'aimer faire. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait le bonheur dans le travail. Et c'est ce qui fait le bonheur dans l'achat d'un bien ou d'un service pour nos clients. Donc, c'est vraiment renverser le système de production, le système économique pour être certain d'assurer un bien, un service qui correspond exactement à ce que le client a envie d'acheter. Pas à ce que vous avez, vous, envie de lui vendre, mais ce qu'il a envie d'acheter. Donc, on est en plein dans la déconsommation, on est en plein dans la possibilité de surfer sur la vague, de surfer bien et de rester dans la pérennité de l'activité. On parle ici beaucoup de l'aspect entreprise. Pour le consommateur, qu'est-ce que tu préconiserais donc de se poser vraiment la question de qu'est-ce qui me donne vraiment du bonheur, de se poser plus de questions et de ne pas avoir peut-être de la consommation trop spontanée, ou qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ici en lien avec le bonheur pour le consommateur? Moi, j'aurais envie de dire aux consommateurs dont je suis, dont vous êtes, comme moi, de réfléchir à qu'est-ce qui me rend heureux dans la consommation de tel produit ou de tel service, et carrément de demander à votre prestataire, à votre fournisseur, à l'entreprise qui vous
produit, le service ou le bien, de répondre à ce cahier des charges. Tout simplement. C'est vrai que c'est affolant le côté de l'obsolescence programmée, notamment sur des biens comme les téléphones portables ou les ordinateurs ou les machines à laver la vaisselle ou les lessiveuses, etc. C'est effrayant, effrayant. Donc moi, je comprends en tant que consommateur que c'est important d'avoir aussi une exigence et de poser ces exigences. Tu l'as dit, Christiane, d'entrée de jeu, l'union fait la force. Si on se réunit, que tous les consommateurs ont le même discours, fatalement, toutes les entreprises qui produisent des biens avec une obsolescence programmée vont être boycottées, par exemple. Ou si elles ne le sont pas, elles deviendront progressivement. De même qu'on a pu boycotter dans les années passées les entreprises qui confiaient la fabrication des biens à des enfants, par exemple, ou à la fabrication de biens qui ne répondaient pas à une éthique, ou à la fabrication de biens qui ne répondaient pas à des critères de qualité respectables. Donc l'union fait la force. Je pense que ça serait bien de créer une association des consommateurs du bonheur. Si vous avez envie de la créer, envoyez à Honesty ou à la Ligue mondiale pour le droit au bonheur votre support. Et puis, ça pourrait être une idée intéressante à creuser ensemble pour encore plus de bonheur et surtout pour penser aux générations futures, parce que on a évoqué les générations futures, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de parler de provis et de servis. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un provis ou un servi? Alors, exemple de produit, service ou de provis ou de servi. Quand vous allez chez McDonald's avec votre bambin, bien sûr, vous y allez pour déguster un repas en restauration rapide, mais surtout, vous y allez pour passer 2 heures de calme avec le petit dans le bac à bulles, comment ça s'appelle, je crois, ou bien les jeux pour enfants. Donc là, en fait, McDonald's produit un hamburger et vous donne le service de garder votre enfant ou d'avoir un moment de paix ou un moment de calme. Je pense que de plus en plus, en fait, il va falloir penser non seulement en produit, mais en provis, et non seulement en service, mais en service. C'est une piste que j'aimerais lancer dans l'air du temps, créer des produits qui sont des services et puis créer des services qui sont des produits. Autre remarque dans l'air du temps, est-ce que vous vous êtes rendu compte que McDonald's, restauration rapide, donc commande au comptoir, propose maintenant de retrouver la convivialité, c'est-à-dire avec le service à table, de retrouver l'esprit de famille, l'esprit de convivialité, d'un repas partagé, où on est ensemble, où on prend le temps de se nourrir. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que du bonheur. On y arrivera, tous ensemble. Barack Obama disait dans une de ses conférences il y a quelques semaines, en fait, pour lui, la seule façon de redresser les démocraties actuelles, c'était l'engagement des citoyens. Donc, engageons-nous dans le bonheur, contaminons nos proches et surtout, soyons. Je suppose qu'il y a encore une autre question qui va arriver. Alors, cette fois-ci, d'une participante qui parle du bonheur. Marie-Jeanne qui nous dit le bonheur et le rôle des médias avec toutes ces mauvaises nouvelles. Est-ce que tu peux parler du bonheur et le rôle des médias? Avec grand plaisir, d'autant plus que dans le sondage
que nous avons lancé à partir de janvier, le sondage mondial sur le bonheur. L'une des questions porte sur l'influence des médias sur notre bonheur ou sur notre sentiment d'être heureux. Et les réponses sont assez étonnantes et j'aimerais en discuter avec un de nos experts avant de les commenter avec vous. Mais je pense que c'est une excellente question parce que, tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit? Aux actualités, on ne voit que le malheur. Il est rare de trouver dans un journal télévisé un reportage sur des gens heureux. On dirait que le pain et les jeux des Grecs et des Romains rentrent de nouveau en force dans notre mental et que le sang et les larmes font plus pour les médias que le côté bonheur, le côté positif. Et c'est bien dommage parce qu'on se laisse influencer par cette morosité ambiante, de même que l'on parle par négation. Si vous observez les mots utilisés par les présentateurs des journaux télévisés, c'est effrayant le nombre de mots négatifs, le nombre de jugements, de critiques non fondés sur des faits réels. C'est assez étonnant. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être très prudent par rapport aux générations futures, de bien choisir votre journal télévisé, de bien choisir votre chaîne, ou carrément de passer plutôt vos soirées devant un webinaire d'honesty plutôt que devant la télévision avec les nouvelles et la façon de les présenter, qui est obligatoirement négative, scandaleuse, orientée vers le jugement et la critique, parce que c'est ça qui fait, soi-disant, le monde, les médias. Et dans la presse écrite, c'est pareil. Si vous prenez n'importe quel article bien écrit, il est orienté volontairement vers les larmes, la tristesse ou la colère, toutes les émotions plutôt négatives, les émotions positives. Muriel, comment tu expliques ça de ton côté avec ton prisme, ta compréhension et cette envie de contribuer, cet enthousiasme à contribuer pour ce vent de bonheur, ce droit au bonheur? Quelle est ta vision du pourquoi? Est-ce que tu peux préciser ta question? Pourquoi penses-tu que les médias maintiennent un tel prisme négatif? Est-ce que c'est en lien avec la consommation cette fois-ci? Quelle est ta vision à toi, ton regard par rapport à tout ce vent négatif qui vient des médias? Alors, c'est une lame de fond. On a parlé du langage, du poids des mots notamment depuis les années 70, début des années 70 avec le premier choc pétrolier. C'est le côté politiquement correct. Si on prend par exemple la France, annoncer des bonnes nouvelles, ce n'est pas politiquement correct. Alors qu'il y a des chômeurs, alors qu'il y a des personnes sans abri, des personnes sans logement. Et ça peut se comprendre, bien sûr. Je prendrai comme exemple une question de Claude Sarraute qu'il m'a posée en 2012, lorsqu'on se rencontrait et que je lui parlais de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur, de nos activités, de nos résultats. Il me disait, mais Muriel, comment peux-tu parler du droit au bonheur à des gens sans domicile fixe, à des gens qui n'ont rien à manger? Et elle paraissait tout à fait outrée, à juste titre, dans son mode de raisonnement. Moi, j'ai renversé le raisonnement en disant, mais Claude, la question est mal posée. Et si ces personnes avaient le droit au bonheur, crois-tu qu'elles auraient encore besoin de demander un domicile? Crois-tu qu'elles auraient encore besoin de demander à manger? Voilà la bonne question à se poser, me semble-t-il. Et si nous exercions enfin notre droit au bonheur, tous ensemble, je pense que ce serait une belle aventure et une belle progression pour l'être humain et pour les générations futures. Est-ce que cela répond à ta question?
Alors, oui, absolument. Le politiquement correct, c'est très intéressant. Je te remercie pour cette réponse. Est-ce que de ton côté, tu aurais quelque chose tu serais porté pour échanger quelque chose en lien avec le bonheur, en lien avec tout ce qui s'est déjà échangé? Christiane, il y a tellement de sujets que j'aurais aimé aborder. Par exemple, j'aurais aimé aborder avec vous les neurotransmetteurs, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut œuvrer soi-même pour être plus à l'aise dans la chimie du cerveau, dans la façon de gérer les situations et les perceptions que nous avons. Est-ce qu'on peut te donner, est-ce que tu penses qu'un espace de 10 minutes tu pourrais déjà nous donner de la valeur dans cet espace de 10 minutes? Parce que les neurotransmetteurs, c'est fondamental et c'est infiniment intéressant. Est-ce que tu penses que ça suffirait, cet espace-temps-là? Malheureusement, non, parce qu'on a Non. parlé d'une soixantaine de neurotransmetteurs et je pense ça me paraît tellement important de ne pas galvauder le sujet et surtout le bâcler en quelques minutes, même si ça peut être intéressant d'avoir une première information. Il me semble que je pourrais avoir deux propositions, et à vous de voir bien sûr si elles vous intéressent. La première, c'est de faire un prochain webinaire sur les neurotransmetteurs et que sur les neurotransmetteurs. La deuxième serait de passer un article sur les neurotransmetteurs que vous puissiez en fait utiliser. Mais le principe de l'article, c'est qu'il n'y a pas une question et des réponses, il n'y a pas le côté direct qui est quand même très sympathique dans cette aventure du webinaire. Donc voilà ma proposition concrète. Alors, on a déjà des réponses de la part de nos auditeurs qui disent oui, un prochain webinaire sur les neurotransmetteurs. Bon, mais alors, la balle est dans votre camp, On n'est-ce va pas? aller dans notre camp, ensemble. Muriel, vraiment, sincèrement, merci, merci de tout cœur, finalement, d'œuvrer pour le bonheur, parce que, comme tu l'as dit, c'est contaminant. Ça va devenir, et c'est en train de devenir une pandémie. Et c'est vrai, c'est une augmentation, c'est une élévation de conscience de réaliser que oui, c'est possible dans les entreprises, oui, c'est possible de le matérialiser dans les lois. Et merci, merci d'être acteur de ça parce que ça va faire une grande et c'est en train de faire une grande différence. Merci de tout cœur pour ta générosité et ton courage parce que en tant que précurseuse, il a fallu beaucoup de courage pour, il y a 8 ans de ça, créer la Ligue mondiale Audre Bonheur. Euh, je pense qu'il y a une dizaine d'années, on te regardait avec un petit rictus du coin de la bouche. Un grand, c'était pas un petit, c'était un grand. J'ai confiance. Oui, oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la Ligue mondiale pour le droit au bonheur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus établi, mais n'oublions pas que tu as œuvré et créé cette fondation il y a 10 ans déjà. Et chapeau bas, comme on dit en France, je ne sais pas comment on dit en Belgique, mais chapeau bas pour ça. Et, euh, et vraiment, sincèrement, merci pour tout ça. Je dirais merci, merci de tout cœur à nos auditeurs aussi. J'ai envie de vous dire, prenez soin de votre corps, de votre âme et votre esprit, de l'ensemble de qui vous êtes. Célébrez votre vie, vivez chaque moment pleinement. Et n'oubliez pas que le bonheur est contagieux. Et je vais te laisser à toi, Muriel, les mots de la fin. Eh bien, les mots de la fin, si tu veux me permettre, Je t'en prie. ce sera tout simple. Je vais appliquer le processus du bonheur et vous poser une question. Qu'est-ce que chacun d'entre vous a retenu de cet échange du webinaire sur le bonheur? Notez-le précieusement et surtout passez à l'action avec tous les encouragements. Voilà, je pense que comme résumé, c'est un bon résumé.
Et donc, rendez-vous quand vous voulez pour les neurotransmetteurs du bonheur. Que du bonheur, que du partage. Merci à Ernestine parce que vous êtes vraiment épatants tous les deux. Et avec l'équipe derrière vous, vous faites un excellent boulot. Donc, en Belgique, on dit chapeau et pas chapeau bas. Merci à vous, merci aux auditeurs pour votre présence et pour votre fidélité. Et puis surtout, soyez heureux. Merci, merci Muriel. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt.